Merci beaucoup pour cette séance cette théorétique de l'État islamique. Merci de votre présence, merci pour tout le débat et de phrase. Bon, comme certains d'entre vous savent, comme ça savez moi-même, avons mené donc deux enquêtes au Moyen-Orient. La première a été 2016 à la frontière turco-syrienne, la seconde en Irak et à la frontière turco-syrienne en 2017. C'était une recherche par entretien, avec un ensemble assez hétérogène d'acteurs qui avaient tous pour point commun d'avoir été, d'une manière ou d'une autre, partie prenante des conflits syriens et ou irakiens. Donc, concernant le thème qui nous intéresse aujourd'hui, on a en particulier mené une série d'entretiens avec des combattants et anciens combattants d'État islamique, mais également avec ceux et celles qui ont vécu sous la souveraineté de cet État, que ce soit en Irak ou en Syrie. Donc, bon, un mot rapide en fait juste de l'enquête et de la méthodologie qui a constitué la trame. Notre sujet premier, en fait, au départ, n'était ni la révolution syrienne, ni même l'État islamique, en tout cas au sens qu'on lui donne aujourd'hui. L'irruption soudaine et massive de ces deux catégories dans notre travail est la conséquence d'une volonté de demeurer au plus près en fait, du vécu des agents avec lesquels nous avons conduit nos entretiens. Plus encore, en fait, il s'agissait donc de recueillir les mots de la guerre. D'où l'intérêt pour vous cette séance, en fait, qui vient en plus comme une conclusion, mais à un bon moment, puisqu'on a eu la chance d'animer un séminaire à l'EHESS pendant quelques mois, et donc il s'agissait vraiment de la restitution. On présentera donc là quelques conclusions issues du travail. Alors en fait, juste en introduction, donc, pourquoi et comment parler de la pensée à l'œuvre dans l'État islamique? Jusque-là, en fait, dans notre institution, nous avons d'abord cherché en fait, à réinscrire l'État islamique dans le cadre plus général d'une forme de souveraineté, une souveraineté territoriale qui fonctionne à travers des frontières physiques, des frontières symboliques, une série d'administrations qui sont complémentaires les unes des autres et qui sont elles-mêmes d'ailleurs soutenues par un monopole très strict de la violence physique au sein des territoires de l'État islamique. Seul le gouvernement de l'État islamique dispose d'armes et d'un potentiel violent. Alors c'est surtout le cas en Syrie, on verra, c'est un peu moins le cas en Irak, c'est des choses entre les deux territoires et je pense pas forcément les mêmes. Mais de manière générale, l'idée en fait étant que l'État islamique dispose d'une rationalité tout à fait bureaucratique au sens le plus vénérien possible. Donc en fait, pourquoi revenir donc, à un niveau que la sociologie contemporaine, en tout cas la sociologie telle qu'elle est pratiquée dans le champ universitaire français, considère comme étant un niveau plus superficiel, en tout cas, qui est sur cette moins heuristique poétification qui est le niveau du discours. En fait, dans le cadre de la révolution syrienne, mais également celui en fait, de la guerre civile irakienne, en fait, il nous semble qu'il y a eu de la politique à l'œuvre, en fait, et que dans cette politique, il est impossible en fait, de faire l'impasse sur les formes culturelles et discursives qui s'y sont déployées. Tout le long de la guerre civile en Irak, à partir de 2003, à partir de la fondation de l'État islamique aussi en 2006, et puis jusqu'à l'établissement du califat, et encore plus en fait à partir des 2 années où une souveraineté effective sera exercée. Donc durant toute cette période sera produite une quantité absolument phénoménale de textes qui seront plus ou moins théoriques, plus ou moins savants, plus ou moins en rupture ou en continuation, en continuité de références classiques de la théologie poétique dite islamique. On en citera quelques-uns, mais déjà dans les extraits qu'on a fait circuler parmi vous, vous avez à un moment par exemple des extraits du bureau des études et des recherches de l'État islamique. L'État islamique a des institutions de production de discours très fortes, donc des bureaux de recherche, des colloques qui sont organisés, des débats, une doctrine officielle qui est changeante, qui diffère d'une situation historique à une autre. Donc c'est en fait cette production de pensée qui nous intéresse ici. Alors, juste en fait, avant d'exposer cette production de pensée, en fait, pour nous quand même, il y a un certain danger en fait, à adopter donc, le point de vue, la description des idées pour caractériser en fait ce qu'a été ou ce qu'est toujours l'État islamique. En fait, le danger, c'est en fait de reprendre un discours qui est aujourd'hui assez hégémonique dans les champs médiatiques, politiques, mais aussi académiques, et qui s'articule autour de l'idée d'un islamisme mondaïsé. Je reprends en fait ici à dessein le terme d'Olivier Roy, donc le titre de l'ouvrage d'Olivier Roy, et dans ce débat en fait qui est très très commenté, qui l'oppose à Gilles Kepel, bon, il apparaît évident que l'un comme l'autre en fait partagent au moins deux implicites,
d'abord que l'islamisme est une idéologie globale, bon, c'est ce que je viens de dire, et qui est relativement homogène finalement, en fait, depuis l'Indonésie jusqu'aux banlieues françaises, en passant par le Maroc, l'Algérie, l'Afrique de l'Ouest, voilà. Et il y a un tout qui s'appelle l'islamisme. Et puis d'abord, quelle est une idéologie en fait? C'est-à-dire qu'il reprend la vieille distinction entre la superstructure et l'infrastructure. C'est-à-dire entre une pensée qui est d'un côté écrite, figée, et dont le mode d'action est d'abord celui de la manipulation mentale. Donc, on retrouve beaucoup en fait, ces termes dans les productions de la radicalisation, la contamination, la contagion, etc. Donc l'idéologie, en somme, en fait, existerait par-delà l'expérience politique et elle trouverait matière à développement au sein de terreaux fertiles. En fait. Une série de terreaux fertiles, c'est le terme en fait, on les retrouve énormément, alors, on ne va pas du tout en parler aujourd'hui, mais on les retrouve énormément dans les formations à destination des agents territoriaux français. Il faut repérer les terreaux fertiles. Terreaux fertiles à la radicalisation. En fait, pour ce travail, donc, notre présupposé ici est exactement à l'inverse. En fait. Les formes culturelles que nous visons à vous présenter en fait, ne sont intéressantes que parce qu'elles sont les pensées politiques du groupe qu'il s'agit d'identifier. Elles contiennent donc une pratique politique encore, et donc par une pratique politique, donc une modalité spécifique de constitution du collectif et d'action sur le réel. Donc l'idée en fait, un peu à la différence des définitions alors, les plus canoniques de l'idéologie, on donne en fait au discours le sens d'une pratique qui est autant une pratique qu'une théorie. Et ce sont en fait, les formes discursives à l'œuvre en fait, donnent un sens à l'action, la permettent, et en fait dès lors recueillir alors, en fait, les mots de cette action, les mots de la guerre, de la révolution, de la paix, de la politique, nous semble être donc, la voie privilégiée pour savoir ce qui est en jeu dans cette séquence historique pour reprendre un terme. Donc en fait, je l'ai déjà dit, mais il ne s'agit donc pas tellement d'une histoire de l'islamisme que nous allons vous présenter, surtout pas, mais donc la généalogie d'une pensée d'État moderne, mais également de sa contestation et de son dépassement au sein même d'un ensemble de textes, d'un corpus qui est dit islamique. Bon, un premier en fait, point de départ, en fait, c'est de se dire que cette, à la fois la généalogie de cette pensée moderne et sa contestation, elle ne peut se faire que dans le cadre d'une structuration qui est spécifique des espaces modernes et des populations. Par exemple, en fait, l'État islamique, la pensée de l'État islamique, alors, discute sans arrêt la question de la nationalité. Qu'est-ce que veut dire des États-nations? Qu'est-ce que veut dire avoir une nationalité? Et évidemment, la pensée de l'État islamique, en fait, s'insurge contre l'existence de nationalité, fondée sur la race, sur l'ethnie, sur l'appartenance à un pays, etc. Mais pour qu'il y ait en fait cette contestation issue de l'État islamique, il a fallu qu'il y ait la nationalité. Donc on est dans le cadre d'une structuration qui est moderne. Et puis ce qu'on va voir plus tard, en fait, c'est que l'État islamique lui-même, s'insurgeant contre la nationalité, met en place une nationalité. Ce qu'on va voir par exemple avec l'un des mots qu'on vise à vous présenter aujourd'hui, qui est celui du tekfir. Qu'est-ce que c'est que le tekfir? Si ce n'est en fait les mécanismes d'accession ou de destitution de la nationalité. C'est aussi le point de départ en fait, de la méthode généalogique que nous reprenons à notre compte. C'est en sachant en fait, le réel contemporain que nous visons à retracer les discours qui se sont déployés. Une autre distinction rapide, en fait, c'est que toutes les formes culturelles qui se réclament de l'islam, qu'elles soient violentes ou non, ne produisent pas nécessairement une pensée d'État. Alors c'est vraiment un cas liminaire et malheureusement sur lequel on n'a pas du tout travaillé et qui mériterait pourtant un travail à part entière, c'est par exemple celui du GIA. Le GIA en Algérie, un groupe extrêmement violent qui agit au islam et qui ne produit pas du tout en fait, une forme de gouvernement. Donc, le GIA en fait est dans une logique de guerre jusqu'au bout, en fait, qui ne s'arrête jamais. Donc, et ce qui est tout à fait différent de ce que nous verrons à l'œuvre dans l'État islamique. Donc en fait, vraiment, à la différence des présentations un peu panoramiques de l'histoire des idées, évaluer les formes culturelles en termes proprement politiques nécessite de définir à la fois ce que cette pensée permet en termes de constitution collective, mais également en termes de critique. Et donc il n'y a aucune parenté concrètement entre le projet politique donc, qui s'incarne dans l'État islamique et celui qui est à l'œuvre dans des mouvements, même s'ils sont dits salafistes, mais qui ne produisent pas du tout les mêmes formes politiques. Donc, je pense au GIA, mais il y en aurait d'autres. Bon, alors je passe en fait juste rapidement au corpus qu'on mobilise en fait ce travail.
Donc, le premier, en fait, il est lié au processus long de gestation d'une pensée proprement islamique de l'État moderne. Alors, les principales références sont classiques, c'est Mawardi, c'est Ibn Taymiyyah, c'est Ibn Khaldoun. C'est des juristes aussi du XIIe au XVIe siècle à peu près, et en plus des 4 grandes écoles de jurisprudence islamique. En fait, cette première littérature, en fait, là encore, l'importance de la méthode généalogique, c'est qu'elle nous ne la découvrons que parce qu'elle est elle-même revisitée en permanence par une série de théoriciens plus contemporains, donc de Mohammed Abdul Wahhab, mais aussi les premiers salafis, donc Rachid Reda, le Maududi, Sayyid Qutb, qui est une référence absolument centrale. Sayyid Qutb, qui n'est pas le fondateur, mais qui est un membre important des frères musulmans, qui a été exécuté par Jamal Abdel Nasser. Et puis plus proche de nous en termes chronologiques, donc des gens comme Al-Albani, qui est un cheikh, comme son nom l'indique, originaire d'Albanie, et des théoriciens du djihad comme Abdullah Azzam, Abu Mus'ab Souri. Donc l'ensemble de ces références, en fait, je ne les cite que parce qu'en fait, elles sont en permanence mobilisées, discutées, critiquées au sein même de l'État islamique. Le deuxième corpus en fait, auquel nous avons affaire et autre, il correspond à la production directe, dont j'en ai parlé tout à l'heure, des différentes instances de l'État islamique. L'État islamique qui justifie, explique, définit ses pratiques administratives et guerrières. Une institution en particulier centrale, que j'en ai parlé, c'est le Bureau des recherches et des études. Donc, le Bureau des recherches et des études produit un ensemble de discours qui peuvent aller en fait, de la production tout à fait spécifique à parfois des résumés. Par exemple, l'un des extraits que vous avez dans les documents que nous avons distribués est un résumé par l'État islamique d'un texte qui s'appelle La politique légale d'Ibn Taymiyyah, qui est un penseur important, un juriste important islamique du XVIe siècle. Donc, en fait, l'État islamique va relire en fait, des références dites classiques et en fait va produire des textes de vulgarisation à l'égard de cette population. Un troisième corpus, alors il est plus difficile à repérer parce qu'en fait il est assez peu passé par du structurel, assez peu passé en fait par des productions écrites, mais en fait c'est les incessants débats qui ont agité les territoires sous la domination de l'État islamique. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est un corpus un peu plus dur à reconstituer, mais en fait il fait écho à un espace qui est lui-même très très structuré, qui est celui en fait des débats constitués au sein des différentes formes politiques à référentiel islamique. C'est un ensemble de partis, de groupes, de discussions, de forums où les politiques de l'État islamique ont été discutées, critiquées, comparées, etc. Par exemple, l'entretien que l'on cite beaucoup, qui est un entretien d'une durée totale de 14 heures, 15 heures, quelque chose comme ça. En fait, avec un ancien combattant de l'État islamique, lui se réfère énormément aux débats qui ont laissé à travers WhatsApp. Donc on envoie des messages WhatsApp en fait, autour d'un point de doctrine. Alors c'est étonnant parce que le moyen a l'air extrêmement trivial, mais en fait c'est souvent des débats extrêmement théoriques sur un point de doctrine en fait, qui va être à un moment extrêmement débattu dans l'État islamique. Souvent ces débats, on en aura au moins un exemple à tester, ces débats en fait, qui sont entre par exemple, les émigrés, ceux qui vont aller en État islamique autour de points de doctrine, vont donner lieu à une production de discours officiel de la part de l'État islamique. L'État islamique fait un communiqué pour dire voilà ce que nous pensons de ce point dont vous débattez. Par exemple, c'est le cas en fait, d'un débat qui a agité l'État islamique, qui s'appelle l'Udr al-Dijal. Donc en fait, l'excuse par l'ignorance. Est-ce que en fait, ceux qui ne savent pas en fait, ce que c'est que, parmi les musulmans, ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vrai islam, l'islam en fait, tel que prescrit par l'État islamique, est-ce qu'ils peuvent en fait être excusés du fait de leur ignorance? Là par exemple, une série en fait, de théologiens de l'État islamique diront non, et l'État islamique va dire si. En fait, si, il faut les excuser. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ça rentre dans le cadre plus global de la politique de l'État islamique vis-à-vis des populations civiles, qui vise à éduquer en fait, qui vise à avoir de la pédagogie envers les populations civiles. Ce qui est tout à fait différent d'autres tendances dans l'État islamique qui voudront autre chose. Tiens, juste un exemple. Quelques remarques préliminaires avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis désolé, c'est un peu long. Donc je disais plutôt la question du lexique, de ce qui est en jeu dans la fondation de l'État islamique au Moyen-Orient et au-delà, dans les territoires de l'immigration que nous n'aborderons pas du tout aujourd'hui. Donc là d'où partent les gens.
cette question-là, la question du lexique, n'était pas censée être à l'ordre du jour de la recherche qui était la nôtre. En fait, c'est une question qui s'est imposée à nous. Donc, en fait, l'enquête à propos de la révolution syrienne, à propos de l'État islamique, mais surtout, en fait, c'est vraiment la principale découverte qui a été la nôtre en travers de l'État islamique, c'est l'enquête à propos de l'Irak, en fait, à propos de la très longue guerre d'Irak, qui commence en 91, en fait, même avant, mais en 91, depuis 91, on a une émergence très forte en fait, de mots nouveaux, au sens littéral, des mots qui émergent, des mots qui apparaissent. Bien sûr, le mot mujahidin. Le mot mujahidin, en fait, c'est pas du tout un mot qui naît avec l'État islamique. C'est un mot qui est plus ancien. Ce qu'on appelle en français les djihadistes. En fait. En arabe, les djihadistes, ça ne veut rien dire. En fait, on dit mujahidin. Donc, ça, c'est un mot qui vient de Saddam Hussein, en fait, déjà. En fait, Saddam Hussein était le premier des mujahidines. Donc, ça, c'est un mot qui émerge avec, après en fait, la guerre de 91 et le blocus sur l'Irak. Le mot Sahawat, en fait, qui est pareil, en fait, un mot qui émerge après l'occupation de 2003 en Irak, qui est tout à fait spécifique en fait, à la guerre civile irakienne. Rawafid, le Mutsaddin, Muqawimin, en fait, tous ces mots en fait, sont assez structurants en fait, de cette séquence qui se déroule. Alors, juste en fait, Rawafid, c'est le nom que donne au sein de la guerre civile syrienne, en fait, la guerre civile irakienne, pardon, qui sera donnée aux chiites, en fait, et particulièrement en fait, aux fractions politiquement organisées des chiites, en fait, c'est-à-dire celles qui vont prendre le pouvoir en Irak à partir de 2003. Et les Murtaddin, en fait, c'est ceux en fait, qui n'ont pas accompli la promesse, les réfractaires, les dissidents en fait, de l'islam. Muqawimin, c'est les résistants. Donc en fait, tout au long de nos entretiens en Irak, en fait, y compris avec des gens qui n'ont pas du tout en fait, été combattants de l'État islamique, des gens qui ont, été, en fait, qui ont vécu sous l'État islamique, mais même des gens qui n'ont pas vécu sous l'État islamique, qui juste ont vécu en Irak depuis 2003, en fait, on a vraiment assisté à cette profusion de catégories que nous ne connaissions pas, qui sont très complexes, mais en même temps très labiles. En fait. Et en fait, on en retire au moins deux conséquences. La première, en fait, elle est de l'ordre de l'analyse, c'est que l'État islamique, en fait, depuis sa genèse jusqu'à sa chute, en fait, est d'abord un phénomène irakien. En fait. C'est un phénomène beaucoup plus irakien que syrien. Voilà. En fait, dire ça, ça ne veut pas non plus dire en fait, que l'État islamique est un fait social au sens durkheimien, d'une chose repérable par la contrainte qu'elle exerce sur les réseaux sociaux. En fait, bien au contraire, enfin, je veux dire par là en fait, que l'État islamique n'est pas une forme extérieure à l'espace social irakien, au contraire, en fait, c'est une résultante d'une forme culturelle et politique qui agit comme une organisation spécifique des gens au cours de la période singulière, donc ce que j'ai dit, que fut à l'heure, que furent décennies 1991, à partir de 1991 jusqu'à aujourd'hui. Et plus encore à partir de la région américaine. Alors en fait, une deuxième conséquence, en fait, c'est que en fait, juste en fait, par rapport à cette question des formes politiques, en fait, on part donc de principe, c'est aussi la rencontre avec les travaux de Sylvain en fait, qui amène à ça, en fait, c'est que seule une plongée en subjectivité permet en fait, de repérer ce qui se joue en fait, sur place. Ainsi donc. Par exemple, le terme djihad, dont on parlera en fait, plus tard, est vraiment le point nodal en fait, de la politique telle qu'elle s'énonce en Irak à partir de 1991. Et à partir de 2003, quand l'État irakien s'écroulera, en fait, il a un sens qui est extrêmement... Il a une série de sens qui sont extrêmement différents parmi les différentes factions en guerre civile, parmi la résistance, parmi les différentes factions qui visent à s'ériger en tant qu'État, etc. Donc en fait, cette variété de signification, pour un seul et même signifiant, donc le djihad, donc, elle explique en fait aussi les évolutions de la guerre et de la pacification. Par exemple, je pense à la prise de Mossoul en 2014 par l'État islamique, et en fait qui fut la résultante en fait, de forces propres à l'État islamique, mais qui étaient extrêmement peu nombreuses, très très peu en fait, de combattants de l'État islamique qui participent à la prise de Mossoul en 2014, mais par contre il y a des tribus en fait, sunnites coalisées, surarmées de la région, d'ailleurs qui ne seront pas désarmées par l'État islamique par la suite, donc on n'a pas de mise en place d'un monopole de la violence tel que décrit pour les théories classiques de l'État. Ça sera le cas en Syrie mais pas en Irak. Mais on a aussi en fait une bonne partie de l'armée irakienne de Saddam Hussein en fait, qui se reconvertit dans une confrérie majeure d'Irak qui s'appelle Marchabandiya et qui vont doter d'une armée. Donc là, vous avez fait trois
trois agents qui n'ont rien à voir en fait, les uns avec les autres, mais qui font tous le djihad. En fait. Alors, avec des sens qui convient donc d'expliciter. Et en fait, deuxième conséquence en fait, à partir de ça, en fait, c'est que l'ensemble, en fait, si c'est juste en fait que l'ensemble des formes politiques à l'œuvre, donc le djihad, qu'il soit chiite ou sunnite, en fait, sont spécifiquement irakiennes, toutes ces formes politiques sont spécifiquement irakiennes, pardon. En fait, elles sont aussi tout de suite en fait, liées à des formes d'internationalisation, voire même de totalisation. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'inscription au sein du territoire irakien, elle ne veut pas dire en fait, de manière mécanique la reprise à leur compte pour ces factions du cadre stato-national. La référence nationale irakienne n'est pas nécessairement en fait, celle qui est mobilisée. En fait. C'est évident avec l'État islamique, même si il y a des nuances à porter, mais c'est encore plus évident avec d'autres factions afghanes. Alors, juste avant en fait, de les avoir commencé, en fait, je vous propose juste une rapide chronologie en fait, de la guerre irakienne, de la guerre civile irakienne. En fait, on peut diviser en, fait, en deux phases. La première, en fait, elle va plus ou moins en fait, de 2003, donc la date de l'intervention irakienne, américaine et la chute de Saddam, à 2006, et qui est en fait une phase où, malgré une confessionnalisation croissante, les circulations au sein de l'espace social demeurent relativement fluides. En fait, la présence massive au sein du territoire irakien de troupes d'occupation américaine permet donc, au vaste mouvement insurrectionnel de résistance de faire usage d'un discours unanimiste et qui appelle à la lutte anticoloniale. La lutte anticoloniale elle-même, elle demeure assez peu institutionnalisée en fait. Des centaines de milices coexistent à l'échelle locale et cette pluralité de groupements en fait, agissant fait écho à une diversité de formes culturelles et politiques à l'œuvre. En fait, il y a dans cette période cohabitation de discours qui, lorsque l'État sera fondé, deviendront antagonistes. Mais en tout cas, au moment, donc cette première phase qu'on peut appeler une phase de résistance, 2003-2006, il y a la cohabitation des communistes, des socialistes arabes, des panarabes, de mouvements confessionnels déjà en fait, mais qui cohabitent, chiites, sunnites, etc. Par exemple, en fait, au moment de l'insurrection de Fallujah, qui est une ville importante du sud irakien, une ville sunnite, en fait, coexisteront cet ensemble-là d'acteurs sans que ça pose particulièrement problème. En fait. La seconde période, en fait, elle va de 2006 jusqu'à aujourd'hui, et en fait, elle est vraiment à l'inverse de la première, enfin, d'où l'intérêt de séquence. C'est qu'en fait, elle est marquée par la constitution d'un ensemble de discours d'État qui sont de plus en plus performatifs. En 2006, Nouri Maliki, qui est le chef du parti chiite Dawa, qui était exilé depuis des décennies en fait, d'Irak, est élu au poste de Premier ministre. Et cette élection, en fait, elle préfigure d'une confessionnalisation voulue en fait, par les Américains de l'État irakien. L'État irakien sera chiite. Un an plus tard, en 2007, l'État islamique en Irak, alors je vais en parler, est constitué. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, l'État islamique n'est pas du tout en fait, issu de la proclamation de 2014 du califat. En fait, c'est beaucoup plus ancien. En fait, ça vient de beaucoup plus loin. Hein, au moins de 2007. Et en fait, cette proclamation de l'État islamique en Irak en 2007, elle aboutit en miroir à l'enrôlement de dizaines de jeunes, de dizaines de milliers de sunnites en fait, au sein de milices gouvernementales. Donc ce qu'on appelle Sahawa. Donc promu par les Américains et qui visait en fait à combattre l'État islamique. En 2008, toujours dans cette phase qu'on peut appeler celle de l'émergence de discours d'État antagonistes, l'armée du Mahdi en 2008, qui était en fait au départ le fer de lance de la bataille de Najaf, 4 ans plus tôt, elle se refonde sous la forme d'une entité qui est à la fois militaire et civile, qui prétend donc à prendre le pouvoir. Beaucoup plus tard, en 2014, après la proclamation en fait, du califat par Abu Bakr al-Baghdadi, des milices de mobilisation populaire, le Hachad al-Shabi, sont instituées à l'appel de l'ayatollah Ali al-Sistani. Et ces derniers en fait, vont se superposer de plus en plus à l'armée régulière irakienne, en fait, jusqu'à constituer une force politique de premier plan. Alors, tant à l'échelle nationale en fait, que régionale, les territoires, les espaces sont investis par des mécanismes institutionnels qui s'assurent le contrôle des populations et des corps, donc tant par l'établissement de frontières physiques qu'à travers la réinvention des entités collectives qui de plus en plus vont tendre à l'exclusivité. On ne peut plus être en fait, chiite et communiste, on ne peut plus être sunnite et panarabe, c'est là où on voit. La fragmentation d'espace entre discours d'État concurrents s'accompagne paradoxalement d'une intensification
des processus de reconstitution d'homogénéité territoriale. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la ségrégation confessionnelle, notamment, va en fait être à l'origine de l'homogénéisation des territoires. En fait. Il y aura maintenant des territoires sunnites, exclusivement sunnites. Et il y aura aussi des territoires chiites, exclusivement chiites. En fait. Donc en fait, ces discours d'État qui émergent, en fait, ils émergent en tant que mécanisme ou dispositif de gouvernementalité sur des espaces. En fait, je finis là mon introduction. En fait, pour la suite en fait, de la présentation, on a prévu en fait, de structurer le propos en d'abord deux oppositions. En fait, la première entre qui en fait, nous semble assez importante pour comprendre en fait, le déroulement et l'émergence en fait, de cette forme politique qui s'appelle l'État islamique. La première opposition, c'est ce qui s'appelle les muhajiroun, les émigrés, c'est-à-dire ceux qui viennent en Irak pour le djihad, et les Irakiens, les Ansar, c'est-à-dire ceux qui soutiennent en fait, les Irakiens. Une seconde opposition, c'est justement cette opposition entre le gouvernement, l'établissement de l'État et le djihad. Et ces deux oppositions doivent nous faire aboutir en fait, à 4 mots qu'on va vous présenter, donc qui sont l'istiklaf, qui veut dire en fait le vicariat, la lieutenance, on l'expliquera. En fait, la jahiliya de l'Alam, en fait, ça veut dire l'ignorance du monde, et avec son corollaire en fait, qui va avec alamiyat l'islam, donc l'universalité de l'islam, le jihad, donc la lutte sur le sens de Dieu, et le takfir, l'excommunication. Donc deux oppositions, 4 mots. Pour la première position, je reviendrai sur cette question des immigrés, des Irakiens. Donc, vous l'avez compris à partir de cette présentation que l'État islamique, nous la situons dans son émergence, d'abord dans la fragmentation, dans la guerre irakienne, suite à l'invasion américaine, notamment suite à l'invasion américaine de 2003. Effectivement, avant 2003, la genèse du discours qu'on appelle de façon très schématique pour le moment salafiste djihadiste existait dans le cadre traité par l'État irakien lui-même de Saddam Hussein. Pendant le blocus économique émerge au sein de l'institution militaire et administrative irakienne une tendance d'islamisation massive. Des exemples, la mise en place de lois chariatiques, par exemple la question de l'introduction de la peine de couper la main, ça a existé avant, bien avant la fin du régime irakien sous Saddam Hussein. Pareil par rapport à la mise en place de cours de théologie islamique pour l'ensemble des cadres du parti Ba'ath irakien. C'est-à-dire en fait ce sentiment d'étrangeté dans le monde, ce sentiment d'être coupé dans le monde, ce sentiment d'être également sanctionné par le monde entier avait une forte présence avec bien sûr une tragédie économique a traversé l'Irak entre 91 et 2003 qui va participer à la mise en place parce qu'ils ont appelé en Irak Hamla al-Imaniya qui veut dire la campagne de la foi. Donc cette campagne de la foi avait des répercussions massives dans le sens d'un côté de la mise en place d'une fragmentation sur la base ethnique, l'émergence de la question chiite et sunnite, et de l'autre côté la mise en place d'un discours djihadiste assez prégnant dans la société irakienne. Donc vous l'avez compris, en fait, on installe cette émergence de l'État islamique dans cette guerre d'abord irakienne liée à cette question de la colonisation, mais effectivement cela ne date pas aussi uniquement de la question irakienne, ça date beaucoup plus avant, déjà avec la question afghane. Donc la question des premiers muhajirin, des premiers immigrés du djihad qui commence avec la question de l'Afghanistan. Et la question d'Afghanistan, bien sûr, sera liée aussi à un des cheikhs du djihad, un des leaders considérés comme étant un leader national au sein de l'État islamique, qui est Osama bin Laden. Donc Osama bin Laden, et malgré la rupture et la guerre entre Jabhat al-Nusra, qui se revendiquait de l'État islamique en Syrie, et l'État islamique, Osama bin Laden est resté considéré par l'administration de l'État islamique comme un symbole et un modèle à suivre. Pourtant, il y aurait une différence essentielle entre Al-Qaïda d'Osama bin Laden et l'État islamique en Irak.
Al-Qaïda d'Oussama bin Laden, depuis son émergence, considérait le califat comme étant quelque chose de reporté. Le califat, c'est-à-dire l'État islamique, n'était pas dans l'ordre du jour d'Al-Qaïda. Jamais dans les textes d'Al-Qaïda, il y a mention de la mise en place d'un État islamique. Ce qui primait pour Al-Qaïda, c'était la remise en cause du régime international, la lutte anticommuniste en Afghanistan au départ, et ensuite la lutte anti-américaine. Donc les attentats pareils organisés par Al-Qaïda visaient les symboles économiques de l'Occident et les symboles de la collaboration dans les pays supposés musulmans. Il n'est jamais question chez Al-Qaïda d'un État islamique ou d'un califat qui distingue entre les musulmans d'un côté et les mécréants de l'autre. Donc c'est en 2003, avec l'invasion américaine, que le discours de plusieurs antennes d'Al-Qaïda qui vont être réinstallées en Irak, donc qui sont en provenance majoritaire d'Afghanistan, que ce discours du califat reporté, donc qui était le discours de base d'Al-Qaïda, va devenir l'État islamique ici et maintenant. Mais bien sûr avec des gradations. Donc, quand les combattants arabes expérimentés et luttant contre les Américains en Afghanistan sont arrivés en Irak à la suite de l'invasion de 2003, c'est la continuation de cette guerre qui se profilait. Donc, quand ils sont arrivés en Irak, les combattants, ce qu'on appelle les combattants salafistes arabes, ce qu'ils continuaient comme projet, c'était la remise en cause de la présence américaine, sans forcément d'avoir une lutte pour la mise en place de territoires territorialisés, c'est-à-dire de territoires gouvernés par une entité étatique. Donc, les immigrés qui empruntaient la voie de l'Irak prêtaient allégeance à Bin Laden. Ceux qui vont suivre en fait après 2003, en arrivant en Irak, ils vont prêter aussi allégeance à celui qui représentait Bin Laden sur place, donc c'était Abu Mus'ab al-Zarqawi. Abu Mus'ab al-Zarqawi qui menait aussi la résistance anti-américaine, dont l'objectif de combattre les Américains sans volonté d'établir un quelconque État. Donc ça, c'était la période entre 2003 et 2006. Donc, dans cette période 2003-2006, la réalité sur le terrain déclassera la vision de Bin Laden au profit d'une dissymétrie et d'une confessionnalisation qui a introduit un nouveau schisme. Le djihad n'est plus restreint à la lutte anti-américaine. À partir de cette période, émerge un discours en faveur de la mise en place d'un nouvel État, dans les zones considérées et perçues comme étant des zones sunnites. Le djihad, à partir de ce moment, prescrit en Irak la lutte anti-chiite, et cela dans un contexte d'abord de chiisation et de confessionnalisation absolue du gouvernement. C'est-à-dire que le départ, l'arrivée des Américains avec la dissolution de l'État de Saddam Hussein a mis en place une recherche, une quête à une nouvelle reterritorialisation, celui qui reprendrait le pouvoir après la chute du régime. Après la dissolution de l'État, les organisations ou bien les communautés les plus organisées fussent les chiites. Et donc du coup les chiites vont devenir, pour ceux qui vont se considérer comme ayant perdu l'État, comme ayant perdu le monopole de l'État et l'appropriation de l'État, ils seront considérés étant comme les Américains, comme des nouveaux ennemis. Et c'est ce qui explique l'entrée en fait en vigueur de ce schisme et de cette séparation avec les chiites, ou bien l'émergence du mot chiite comme ennemi existentiel pour ceux qui vont se considérer dorénavant comme des sunnites. À ce stade de la guerre, nous avons essentiellement deux blocs. Le premier bloc est constitué des salafistes arabes, donc ceux qui sont venus des autres pays arabes, notamment de l'Afghanistan, donc qui sont guidés militairement par Abu Mus'ab al-Zarqawi. Ce premier bloc considère que le combat armé devrait s'émanciper des considérations de la lutte nationale irakienne contre l'envahisseur. La guerre menée par ce groupe, donc ce premier groupe, va s'opposer aux Américains, mais également aux différents ennemis de la pureté théologique. Donc les ennemis sont les différents groupements politiques qui prennent l'islam sunnite pour cible. Pour mener cette guerre, tous les moyens deviennent légitimes. Des attentats qui vont exterminer des civils sont légitimés par des ouvrages qui cherchent une assise religieuse à la pratique des attentats aveugles dans les marchés, par exemple. Donc, un des ouvrages majeurs écrits à cette période pour légitimer
l'attaque des civils était en fait fiqh ad-dima, jurisprudence du sang. Quant au deuxième bloc, donc ça c'est par rapport au premier bloc, qui a encore cette vision internationaliste du conflit, c'est-à-dire ce sont les combattants arabes, les combattants immigrés qui arrivent en Irak et qui gardent en tête cette nécessité de s'émanciper de la propre guerre irakienne. De l'autre côté, il va y avoir un autre bloc qui aussi se réalise dans les territoires sunnites d'Irak. Ce groupe se compose des salafistes irakiens et des différents groupes armés d'Irak colonisés. Donc ce sont des Irakiens. Donc si vous voulez, il va y avoir cette opposition immigrés-irakiens. Donc pour les Irakiens, l'objectif étant de retrouver une souveraineté nationale volée par la colonisation, comme il s'agit de retrouver l'État, qui est volé lui aussi par des groupes politiques internes à l'ancien État, qui sont les chiites, portés au pouvoir par les Américains à la suite de la dissolution des anciennes structures étatiques. Donc, un entretien réalisé avec un ancien cadre d'État islamique montre cette division entre ceux qui sont venus combattre en Irak et la société irakienne en général. Donc, il nous dit, je le cite, « Les gens en Irak comme en Syrie sont habitués à leurs mœurs et à leurs lois. Ils ne nous comprennent pas, nous les combattants étrangers. Ils s'étonnent et nous posent souvent la question « Comment vous êtes venus combattre ici, loin de vos familles et de vos pays ?» Donc, fin de citation. Les combattants arabes et étrangers qui arrivent en Syrie suivent souvent les combats dans les zones du nouvel État postcolonial, sans créer des organisations de centralisation. Donc sans créer dans les zones dites libérées ni des checkpoints, ni des administrations, ni des QG organisationnels. Et cela, bien sûr, contrairement aux groupes armés irakiens composés des anciens cadres du parti Ba'ath irakien et des nouveaux salafistes djihadistes qui entrent en jeu également. Qui, eux, en fait, en récupérant des zones, vont installer très rapidement des structures d'étatisation parallèles au nouvel État. Donc, mise en place notamment d'un système de levée d'impôts, mise en place également faire refonctionner des anciennes administrations, etc. Un sociologue irakien qui a beaucoup étudié la question à travers des entretiens dans les zones de guerre, qui est Falih Abdel-Jabbar, un sociologue éminent irakien, qui raconte également ce point de divergence entre les différents blocs. Donc, il disait, je le cite, « Les groupes salafistes arabes se sont opposés à ce que les familles affectées par la guerre et la perte de leurs membres aient des réparations et des dédommagements de la part de l'armée américaine. » Donc c'est toujours dans cette opposition entre les Irakiens sur place et puis ceux qui arrivent et qui sont en fait qui prêtent allégeance notamment à Al-Qaïda en Irak. Donc il nous dit pour les étrangers qui arrivent combattre en Irak, ils se sont opposés à s'engager au sein des services de la police locale. Ils ont refusé aussi à ce que les investisseurs locaux signent des contrats de travail pour la reconstruction de l'Irak avec des Américains. De l'autre côté, les combattants irakiens ne trouvaient pas de mal dans l'acceptation des dédommagements et la réparation ou encore dans le travail des ouvriers avec des contrats américains. Donc, sur les points de divergence stratégique, des guérillas ont éclaté entre ces deux blocs des djihadistes. Donc d'un côté les étrangers, de l'autre les Irakiens. La guerre fratricide finit par l'acceptation d'une alliance en 2006. Donc en 2006 émergera une alliance entre ces deux groupements. Donc d'un côté un groupement de déterritorialisation qui continue la guerre pour une pureté théologique, de l'autre des groupes djihadistes qui ont à la base de leur objectif était celui de la reconstitution d'un État. Donc 2006, une alliance qui s'est appelée Hilf al-Mutayyabin, donc alliance des parfumés, donc une référence à une ancienne alliance ayant eu lieu dans des clans d'attributs dont provient le prophète de l'islam, donc c'était la tribu de Quraysh. Donc dans cette même dynamique des alliances, plusieurs groupements armés dans les zones à majorité sunnite et kurde d'Irak
donc dans le nord et le nord-ouest de l'Irak, crée en 2006 un conseil qui a rallié les différentes factions du djihad, qui s'appelle Conseil consultatif des Moudjahidines. Donc petit à petit, il va y avoir une remise en cause de cette divergence qui a eu lieu. Donc Abu Mus'ab al-Zarqawi, qui dirigeait Al-Qaïda en Irak, va accepter de déléguer la direction de plusieurs de ses milices à des combattants irakiens. Donc ces alliances ont précipité la victoire de la ligne irakienne dans la lutte, c'est-à-dire une ligne qui insiste sur la nécessité de créer un État ici et maintenant. Or, cette ligne est restée influencée idéologiquement par la tendance étrangère, intransigeante en matière du dogme. Donc l'État maintenant, certes, mais c'est un État nouveau, qui adopte une vision religieuse qui engloutit et absorbe, et qui entre en fait en contradiction et en décalage avec les mœurs et avec les cultures des populations locales. Donc si vous voulez, ça a été la combinaison sur le terrain issue de cette guerre fratricide 2003 à 2006. Donc 2006 marque également un point essentiel, c'était la mort du dirigeant des étrangers sur place, Abu Mus'ab al-Zarqawi, à la suite d'un bombardement américain. Ce qui va consacrer le déclin de la puissance des groupes armés étrangers en Irak et la montée des groupes locaux. Donc la voie de la revendication de l'État est ouverte depuis. Dans ces mêmes groupes locaux, les 4 années de guerre ont permis un renversement des tendances idéologiques. Donc la guerre également de 2003 à 2006 a laissé émerger le fait d'un déclassement des ba'athistes. Des ba'athistes, les anciens membres du parti ba'ath irakien qui se sont introduits, qui ont introduit massivement la guerre anti-américaine, vont se déclasser au profit des salafistes. Ça a lien avec énormément de choses qu'on ne va pas pouvoir citer ici, mais en lien au moins avec cette question de la brutalisation et de l'ensauvagement qui a permis aussi de booster des idéologies ayant une forte assise existentielle et religieuse. Bon, maintenant, avant de passer sur cette question de la divergence entre djihad d'un côté à destinée internationale et gouvernement à destinée territoriale locale, juste quelques mots sur la question d'enquêter sur des langues en fait, et comment nous est venue aussi cette volonté d'introduire une enquête sur des notions et sur un lexique, alors qu'à la base l'idée c'était vraiment d'ethnographier sociologiquement ce qui existe dans les territoires de la guerre. C'était en fait pendant un moment de l'entretien, d'un entretien sociologique avec un combattant de l'État islamique. L'élément déclencheur sur le terrain fut cet entretien. Nous enquêtions pour la question du devenir djihadiste ou bien du devenir militant du djihad. Et très rapidement, ce militant qui provenait de la Tunisie nous répondait de la façon. On lui posait des questions sur la socialisation, sur l'éducation, sur le niveau scolaire, son niveau scolaire, celui de ses parents, etc. etc. Ben lui, il nous répondait très rapidement, au bout de la deuxième question, laissez-moi vous dire que l'enfance, en fait c'est l'entretien que vous avez entre les mains, laissez-moi vous dire que l'enfance, comme toute ma vie avant les événements de 2011 en Tunisie, n'ont aucun lien avec mon départ vers l'État, donc l'État islamique. Nombreux ceux qui pensent qu'il y ait des causes liées à l'enfance et à la vie d'avant le départ. Cela est faux. Au moins en ce qui me concerne et en ce qui concerne plusieurs personnes que j'ai connues là-bas ou même en Tunisie. Avant les événements en Tunisie en 2011, il n'y avait rien. La question du départ vers l'État islamique a un lien avec la pensée. Il s'agit d'une pensée qui a commencé à se diffuser fortement après la sortie de prison de plusieurs personnalités à la suite du départ de Ben Ali. L'État tunisien était alors craintif et faible. Cet État était devenu peureux face aux gens et le gouvernement était impuissant. Plusieurs imams qui sortent des prisons commencent à entrer dans les mosquées et prêcher l'islam sans qu'il y ait de surveillance ni de censure. Et c'est bien cette raison qui explique qu'il soit interdit auparavant. Leur prêche est capable d'attirer les gens vers une autre voie. C'est alors à partir de 2011 que de nouveaux mots et concepts surgissent.
comme à Tarot, ce qui veut dire le tyran, à Sharia, donc la Sharia, Junud Tarot, les soldats du tyran, Aoun Dalama, les gardiens injustes, le gouvernement sans la Sharia d'Allah, etc. Des gens ont commencé donc la recherche de la vérité. Il est vrai que peu de gens sont partis de Sfax, par exemple, par rapport aux questions sociologiques qu'on posait, que nous posions. Tandis que les quartiers populaires de Tunis, beaucoup de gens sont partis, notamment le quartier Tadamon. Mais il faut noter que même les quartiers populaires, il y a plusieurs types de départs. Donc, plus tard dans l'entretien, il réaffirme le Tanzim. Donc le Tanzim, c'est l'administration centrale de l'État islamique. Donc cette administration centrale ne pouvait être fondée sans les immigrés qui sont venus portant une foi depuis leur pays divers. C'est la foi qui était la raison de l'émigration, comme je vous ai dit. C'est la foi, hormis les questions de la nature de la société de provenance, le chômage ou autre problème. La question a un lien avec la foi. C'est une question de la pensée. Pour moi, c'était un voyage de quête de la justice, du juste, du vrai. La raison même qui m'a mené vers le Tanzim, vers l'État islamique, m'a mené également vers la sortie de l'État islamique. Donc la question concerne une pensée différente de celle des frères musulmans, qui suivent un islam démocratique. Pour nous, au contraire, notre islam est au-dessus de tout. La charia ne peut être exercée via la démocratie. Ce débat sur l'islam et la démocratie est tout à fait rejeté au sein de l'État, donc l'État islamique. Donc, dans cet extrait d'entretien, les mots foi et pensée sont des mots-clés qui ressortent de ces extraits. En sortant de l'entretien, nous avons compris qu'il ne peut y avoir de compréhension sans l'étude de la généalogie du discours, des transformations du discours pendant la période contemporaine nous datant de la naissance des nouveaux États-nations. Nous avons compris également la nécessité de prendre au sérieux ce que disent les agents enquêtés, leurs mots, leurs interprétations du conflit. Donc il s'agit d'esquisser une autre méthode, ou bien une non-méthode. La sociologie telle que pratiquée aujourd'hui au sein des institutions universitaires, disciplinaires de nos jours, tend à dépolitiser les objets de la science en introduisant de la sélection. Donc au nom d'une spécialisation, quand on va aborder la question de l'islam par exemple. L'enjeu devient alors le suivant: comment traiter des questions et des événements politiques en étant à côté et en étant du côté des agents de ces événements, c'est-à-dire suivant leur propre histoire, ce qu'ils nous racontent de cette histoire, sans réduire ces mêmes événements à des secteurs d'études et à des secteurs de profilage. Donc ici nous reprenons à notre compte la problématique épistémologique telle que formulée par Sylvain, qui posait la question dans un colloque: comment enquêter sur les mots, comment prendre l'événement ou la séquence dans son entité comme bloc au lieu de procéder par feuilletage. Donc dans le cas de l'État islamique, nous souhaitons engager une enquête qui lie entre ces trois composantes. Donc d'abord une enquête sur le discours califal, un discours qui trouve des racines dans une histoire moderne, dans la contemporanéité de la guerre. Deuxièmement, une enquête sur la pensée elle-même, devenue un officiel au sein de l'État islamique. Et puis troisièmement, une enquête sur les structures de la guerre au moment de l'établissement de l'État islamique. Donc l'enjeu devient celui d'analyser ensemble le discours et la pratique, puisque l'État islamique est passé d'un discours politique à une expérimentation tragique et totalitaire soit-elle. Donc certes, il y a une différenciation entre l'État islamique comme concept, ayant sa propre historicité indépendante des événements en Syrie et en Irak, et l'État islamique comme événement, ou bien une séquence historique qui s'est réalisée entre 2006 et 2016. J'ai un extrait d'entretien qui montre, en fait, un extrait que vous avez, qui montre effectivement la puissance même du discours comme capteur et comme catalyseur d'un engagement politique qui émerge avec par exemple la question des immigrés, que la question de où se déroule l'action est une question de second degré. Malgré ce qu'on a pu en fait dire dans les médias par rapport à cette question du Cham, à cette question d'un territoire qui serait capable d'attirer plus que d'autres
les gens. En fait, au contraire, cet extrait va montrer comment en fait, la puissance même du discours du djihad, puisque c'est un discours articulé, puisque c'est un discours performatif, peut avoir sur les agents entraînés ou bien recrutés. Donc, je cite, vous l'avez aussi cet extrait, c'est le même combattant qui nous disait: ainsi la question qui se pose est la suivante, est-ce que l'objectif caché était de former un État grâce au reste du parti Ba'ath? C'est-à-dire en fait, toujours ils vont nous dire, les combattants et les gens qu'on a rencontrés, qu'ils savaient très bien cette question du géopolitique, cette question d'une possible manipulation par des puissances russes, américaines, etc. Mais le discours a une capacité lui-même de les guider dans leurs faits et dans leurs actes. Donc je continue. Quand nous, les migrants, sont partis rejoindre l'État, l'État islamique, il n'y avait pas dans nos têtes ce type de débat. Nous sommes partis avec l'idée d'un État islamique qui gouverne par la loi d'Allah. Je suis parti personnellement pour cette raison. Nous ne savions pas et nous ne savons pas encore s'il y avait quelque chose qui se joue au-dessous de la table. Nous ne savons pas si des leaders et des généraux voulaient autre chose. Et même s'ils voulaient autre chose, nous considérions que devant le rassemblement des gens venus du monde entier, leur projet connaîtra un échec. Ces gens ne sont pas venus pour refaire l'Irak. Il parle de lui et des migrants. Nous avons immigré pour autre chose. Mais il est vrai, des choses ont tourné vers la situation dont je vous ai parlé, donc la situation totalitaire d'un État totalitaire. Il est arrivé que des politiques qui ont survécu et dominé sont les politiques proches de celles du parti Ba'ath. L'organisation a réhabilité le Ba'ath. Les choses se sont organisées ainsi. Torture, répression, règlement de compte, massacre. Et la plupart des charis, donc les légistes, docteurs de la foi, qui sont tués sont des charis immigrés. Donc pour la pensée, pour la remise en cause de pratiques étatiques au sein de l'État islamique. Donc je continue son discours. Mais nous sommes appelés à combattre sans nous tourner vers le résultat. Donc il présente cette question comme question en fait qui s'émancipe du réel de la guerre, puisqu'elle est inscrite dans le discours et elle est portée par ce discours. Si le résultat a viré vers la défaite, cela ne change rien à la donne. Donc cela ne change rien au concept de l'État islamique. Donc, le deuxième État islamique, qui n'est pas l'État islamique tel que pratiqué, mais l'État islamique tel que pensé dans la pensée islamique. Donc les choses sont assez claires dès le commencement. Nous partons parce que nous voulons partir et parce que nous voulons essayer. Et la réalité des choses a été évidente. Vous pensez que la coalition n'aurait pas réussi à éradiquer le Tanzim, l'organisation. Là, il montre en fait comment aussi les agents sont conscients de la capacité qu'a la coalition internationale de supprimer très rapidement l'État islamique. Donc, ces armes sont traditionnelles et nous pouvons atteindre un avion survolant à 5 km de hauteur. Aucune chance face à des drones et d'autres techniques plus puissantes encore. La coalition pouvait bombarder, si elle voulait, la mosquée de Feldaus où nous prions et où étaient rassemblés la plupart du temps entre 300 à 400 combattants de toutes les nationalités, notamment les vendredis. Cela lui suffisait pour décimer les principaux combattants. Ici, c'est juste cette question de les combattants en partant sur place, ils ne sont pas dupes par rapport à ce qui pourrait se profiler dans un jeu géopolitique ou de relations internationales. Donc, dans cet extrait, l'ancien combattant réaffirme la faillite d'une explication par la géopolitique, ou encore par une simple sociologie qui ne prend pas en compte la pensée et la croyance des gens. Il n'est pas dupe dès le commencement des luttes géopolitiques qui se cristallisent entre les différents intervenants dans la guerre en Irak. Donc, plusieurs fois dans l'entretien, il va faire référence au fait qu'il a été autorisé de partir de la Tunisie et que d'autres combattants français étaient autorisés de partir de la France. Il n'était pas dupe non plus du fait que la Turquie a facilité son introduction dans les zones de guerre pour une reconstitution d'un nouveau monopole de la violence dans les territoires en guerre. Mais quand il dit « nous sommes partis avec l'idée d'un État islamique qui gouverne par la loi d'Allah », il fait référence à un discours né il y a un siècle. Et il se réfère à un siècle de controverses au sein des mouvements dits de pensée et d'action issus de la modernité islamique. Maintenant, je reviens sur ce discours même et les mots qui distinguent ce discours. Juste une introduction très rapide à ce discours avant de donner à la parole sur la première notion qui est l'istiqlal. Juste pour dire en fait sur
la naissance même et une généalogie de ce discours de l'État islamique, donc c'est pas l'État islamique tel que pratique, mais le discours État islamique, date d'il y a un siècle. Le travail sur la naissance de l'islam politique dans sa version contemporaine, dans une généalogie, devrait emprunter un schéma qui situe cette émergence dans un contexte marqué par la naissance, je reprends un terme de Michel Foucault, des naissances de ce qu'il appelle les luttes de race et des guerres des races. Donc largement liées au contexte de la formation des nouveaux États-nations. Donc pour Michel Foucault, dont il faut défendre la société, il explique l'émergence des nationalismes par cette sortie du Moyen-Âge. Et ce n'est qu'à la sortie du Moyen-Âge qu'en Europe, il va y avoir une conscience d'appartenance à une région particulière. Ce n'est qu'après le Moyen-Âge, ou bien à la sortie du Moyen-Âge, qu'il va y avoir l'émergence de quelque chose qui s'appelle les Francs, ou quelque chose qui s'appelle les Normands, ou quelque chose qui s'appelle les Celtes, ou quelque chose qui a lien en fait, en tout cas, à un élément de guerre qui se base sur une régionalisation, ou sur une ethnicisation, ou sur une question linguistique, ou une question religieuse. Avant le Moyen-Âge, l'optique politique, disait Foucault, était tournée vers Rome, donc c'était la souveraineté. Le sujet politique était tourné vers Rome, y compris dans le Moyen-Âge. Bien sûr, c'était la question pendant l'Empire romain, mais avec le Moyen-Âge, Rome était, si vous voulez, le centre de la souveraineté, ou bien au moins le centre vers lequel était tourné le regard politique des habitants d'Europe. L'idée d'ailleurs d'Europe n'a pas émergé avant l'émergence de ce racisme, ce qu'il appelle en fait la guerre des races. En fait, pareil, nous on reprend la chose par rapport à cette question d'émergence du discours islamique, pour dire que le discours islamique, dans ce sens, apparaît au sein des sociétés comme un discours nouveau. Et cela à partir du 19e siècle dans le monde arabo-musulman, avec notamment la colonisation et le dénombrement du califat, empire ottoman. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les musulmans, depuis la naissance du prophète, ont toujours vécu avec un calife. Et cela jusqu'à 1924. Avant 1924, il n'y avait pas en fait un musulman sans calife, sans le calife. Le calife, si vous voulez, était Rome pour les musulmans politiquement parlant. Donc, mais à partir du 19e siècle, il va y avoir une fragmentation et une naissance des États-nations. Un discours historique et politique parmi d'autres discours va naître. Donc c'est le discours islamique. À côté d'autres discours comme le discours communiste, comme le discours panarabiste, comme le discours libéral et technocrate, et surtout comme le discours national. Donc une date certaine est celle de l'abolition du califat ottoman en 1924. Donc, les musulmans de la naissance de l'islam jusqu'à 1924 n'ont jamais existé sans le calife. Le discours califal contemporain appelle d'abord à rétablir le califat. Mais jusqu'aux années 1920, c'est-à-dire jusqu'à la naissance des premiers États-nations dans le monde musulman, le terme État islamique était inexistant. Donc ça, c'était aussi la proposition de Sylvain qui nous poussait à aller déjà enquêter sur la naissance de ce mot État islamique. Et en matière de politique, les anciens historiens, les juges, les docteurs de la foi dans le monde musulman utilisaient toujours, dans les anciens empires, avant 19e siècle, utilisaient le mot Dar al-Islam, ce qui signifiait la maison de l'islam, pour désigner les zones où s'applique une souveraineté islamique, c'est-à-dire les zones qui avaient une affiliation au calife des musulmans, qui étaient toujours établis dans une capitale, donc soit l'Andalousie à un moment, au moment par exemple de l'empire almohade et almoravide andalou, soit à Bagdad, soit à Damas avec les Omeyyades ou avec les Abbassides, etc. Et quand les anciens, on peut utiliser le mot intellectuel, utiliser le mot politique, quand il est question de désigner un pouvoir politique déterminé par des frontières tribales ou impériales, donc la question impériale, c'était la question du califat. Donc c'était khilafa, bilad khilafa, ou bien le pays du khilafa, ou bien le pays du wilaya, ou bien l'imama, qui font référence, wilaya c'est la représentation islamique, l'imama c'est de l'imam, etc. Donc qui désigne représentation politique et souveraineté des musulmans. Et ce n'est que lors des années 1920 que commence une floraison de manifestes, de discours, de livres qui vont employer pour la première fois le terme État islamique.
Donc État islamique, c'est déjà inclus dans une modernité politique. Une modernité politique, c'est la naissance des États. Donc ce terme est moderne dans le sens où des penseurs arabo-musulmans l'ont introduit, indo-musulmans aussi, l'ont introduit dans un contexte de recherche de solutions au gouvernement moderne. Donc des solutions et des réponses aux vagues de colonisation et des solutions et réponses aux autres discours politiques émergents qui, en posant les mêmes problèmes, déclassent l'islam comme catégorie de lutte politique. Donc c'était la question du panarabisme, du socialisme, du discours technocrate qui déclassait la vision islamique. À cela s'est formulée cette réponse pour la première fois dans un livre en 1923, donc une année avant l'abolition du khilafat dans l'Empire ottoman, un ouvrage de Abdelwahab Khilaf, mais c'est pas en fait très important parce que ce qui est le plus important, c'est que le mot État islamique a été repris pour la première fois, surtout par les fondateurs, par les frères musulmans et surtout Hassan al-Banna, un des fondateurs des frères musulmans, qui sa phrase célèbre était l'islam, c'est une foi, c'est une adoration, c'est une patrie, c'est une nationalité, c'est une religion et État à la fois, c'est une spiritualité, un livre et une épée. Donc c'est Hassan al-Banna, fondateur des frères musulmans en Égypte, qui a vulgarisé cette notion aussi de l'État islamique qui sera reprise depuis. Donc en tout cas, l'islam politique dont s'inspirent les différents groupes qui revendiquent aujourd'hui le discours sur l'État islamique, qui revendiquent cette séparation État islamique impie, gouvernement islamique, gouvernement positiviste, etc., a une naissance à partir de la fin du 19e siècle. Donc sur les quelques notions qu'on va retrouver de façon fondamentale essentielle au sein de ce discours de l'État islamique, je laisse nous introduire la première notion. En fait, c'est l'expérience. On a choisi ces 4 notions, on aurait pu en choisir d'autres, mais elles nous apparaissent en fait, une première partie de travail comme étant assez fondamentale. Donc, on voulait dire que c'était la première l'istirlaf, la deuxième la jahiliya, donc l'ignorance des temps modernes, mais c'est des temps pré-islamiques. En fait, c'est l'idée que les temps modernes sont de nouveau des temps pré-islamiques. Le tekfir, l'excommunication et la alamiya, donc en opposition à la jahiliya des temps, l'ignorance des temps, la mondialité de l'islam, l'universalité de l'islam. Là, en fait, je commencerai juste par l'istirlaf. En fait, l'istirlaf, donc en fait, on peut traduire, alors de manière un peu approximative, on peut traduire par le vicariat, la lieutenance. En fait, c'est la même racine en fait en arabe que khilafa, khalifa, khilafa donc le califat, khalifa le calife. L'istirlaf, en fait, c'est l'idée. Alors, ça part en fait d'un verset en fait coranique qui dit en fait que, alors je l'ai mis en fait parce qu'il pas la partie du verset en soi, mais en fait c'est parce qu'il est énormément cité en fait au sein des différentes pensées islamiques modernes, de l'État islamique. Donc il dit, ton Dieu a dit aux anges, je fais un khalifa sur terre. Le khalifa ici en fait il désigne donc en fait un indistinct universel. En fait l'indistinct universel en l'occurrence c'est l'homme, c'est tout homme. Tout homme, donc le khalifa, le successeur, tout homme est le successeur de Dieu sur terre, son lieutenant, qui doit viser à établir en fait le règne unique de Dieu sur terre. Le vicariat, donc dans ce sens-là, en fait, il est appliqué donc à cet indistinct universel, l'homme, et en fait, il est à l'origine de l'interdiction de toute servitude autre que Dieu, dont, bien entendu, l'ensemble des pouvoirs modernes. En fait, et c'est très précisé en fait en début en fait, c'est qu'en fait ces mots qu'on présente, en fait, ils fonctionnent en système. En fait. Donc l'idée en fait de l'interdiction de l'ensemble des pouvoirs modernes, c'est l'interdiction en fait des idoles, en fait, des fausses idoles, en fait, qui sont les idoles de l'ignorance. La loi par exemple, la démocratie, la république, les élections, le vote, la justice, la justice, les tribunaux. Tout ça sont des idoles. En fait. Et donc l'idée en fait du vicariat, c'est qu'il est interdit en fait à l'homme en fait d'être jugé par d'autres hommes. Où il est interdit à l'homme d'être classé par d'autres hommes. En fait. La servitude ne va que à Dieu. Donc je vous cite en fait un extrait. Donc on a beaucoup utilisé en fait ce fascicule-là, qui est un fascicule de l'État islamique publié en 2015 par le Bureau d'études et de recherche contre l'État islamique, et en fait qui est une vulgarisation d'un texte majeur de la pensée de l'État
islamique en fait, de Ibn Taymiyyah, qui est un important juriste du XVe siècle. En fait, ce texte, il a une visée pratique en fait, très forte. Il est assez peu théorique en fait. Et il vise surtout en fait, à présenter à la population dont l'État islamique se donne la souveraineté. Qu'est-ce que c'est que la gestion en fait, de l'État islamique, c'est l'administration de l'État islamique. En fait. Donc ce texte, il dit, dans l'introduction, je vous l'ai lu, le but suprême pour lequel ont été envoyés les messagers est la subordination des gens à leur Dieu. Dieu a ainsi dit, je n'ai créé les hommes comme les esprits que pour qu'ils adorent. De fait, l'adoration est l'exclusif dévouement de l'homme à son Dieu et son émancipation de toute création de Dieu, et de toute création humaine. Telle est la vérité de il n'y a de Dieu que Dieu. Elle débarrasse l'homme des causes de l'indignité et de la servitude. Il est indéniable que la réalisation de la servitude des hommes à Dieu uniquement et l'achèvement de la prophétie des messagers ne seront atteintes que par la soustraction de leur autorité aux hommes, ce parent de souveraineté, jusqu'à les contraindre pour rendre la souveraineté à Dieu et à lui seul. Donc la critique en fait de toute souveraineté qui ne serait pas la souveraineté exclusivement divine en fait. Et ce thème en fait on le retrouve assez systématiquement en fait dans ce fascicule. Je vous lis un autre extrait. Les gens ont vécu en ces temps sous le règne des rois de pouvoir, où dominent les méchants par la puissance du fer et du feu. Ils ont mis en place les lois mécréantes et les ont imposées sur leur territoire. Si ce n'est que les suiveurs du prophète qui reproduisent son exemple, donc là il parle de l'État islamique, certains de sa science ont préparé le retour. Ils ont combattu avec ferveur les oppresseurs parmi les rois de pouvoir et ils n'ont eu de cesse de donner à la religion, il manque un mot, pardon, que lorsqu'apparut la grandiose conquête. Ils remirent en place le califat par leur sang et leur sacrifice. Donc en fait, je vous l'ai dit plus tôt, cette notion de vicariat est la formulation en fait, d'un rejet radical de tout pouvoir vu comme illégitime. En fait. La souveraineté de Dieu et à lui seul, et d'abord le refus de toute hiérarchie institutionnelle. En fait, cette notion qu'on retrouve quasiment dans l'ensemble des pensées islamiques politiques, enfin de toute connaissance, en fait, va s'opérer un glissement à travers notamment l'ouvrage en fait, canonique de Sayyid Qutb, qui n'est pas le fondateur des frères musulmans, mais qui est l'un des membres majeurs et l'un des principaux en fait, théoriciens de la pensée islamique moderne, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Délais al-Karim, à l'ombre du Saint-Coran, où la lieutenance, en fait, le vicariat, les sirklaf, est au fondement en fait, de l'État islamique, mais avec une évolution théologique. En fait, la lieutenance, la succession, le vicariat, n'est plus celui de Dieu, on n'est plus le successeur de Dieu, l'homme, l'indistinct universel, n'est plus le successeur de Dieu, il est le successeur du prophète. En fait. C'est-à-dire du premier gouvernement islamique en fait, de l'histoire. Donc en fait, ici, à travers en fait, cette notion de circulaire, qui au départ en fait, est l'idée du rejet de toute servitude en fait, institutionnelle, toute servitude humaine, en fait, on passe en fait, à la fondation en fait, de l'idée d'un gouvernement moderne, mais islamique, et dont le fondateur n'est pas Dieu, mais le prophète. En fait. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais je vous cite en fait juste ce débat, en fait, il a existé dans un État islamique, et je vous cite donc toujours notre enquêteur, en fait, le combattant qui a fini par quitter l'État islamique, et qui dit par exemple, le musulman est appelé à faire la hijra donc l'émigration, vers les terres d'islam où se pratique le califat. Et c'est pour cette raison que j'ai émigré. Mais quand je t'aperçois que tu viens exploiter au sein du Tandem, l'État islamique, et qu'on te transforme en esclave, à ce moment-là, tu dois les quitter et revenir à la vie d'esclavagisme précédente, les lois, le travail, etc. Donc d'un esclavagisme à l'autre. La deuxième notion, celle qui est fondamentale. Peut-être qu'il faudrait juste un peu signaler que ces notions qui seront à la fois fondamentales au sein de l'État islamique, qui sont débattues également au sein de l'État islamique, qui vont donner lieu à la remise en cause, à la mise à l'écart de plusieurs, notamment des combattants étrangers qui arrivent à l'État islamique dans une volonté d'expérimentation, d'une analyse, si vous voulez, en fait, d'une interprétation utopique de ces notions. Deuxième notion, c'est l'universalisme de l'islam. Donc l'universalisme de l'islam signifie dans le versant salafiste que nous présentons ici que la société ne doit pas reposer sur des divisions d'ordre ethnique, national ou raciste, puisque l'islam s'adresse à l'humanité tout entière. C'est une vision qui rejette les frontières géographiques
et considère, dans le cas des immigrés vers l'État islamique, que le mal politique s'est introduit avec les accords de Sykes-Picot en 1916, aboutissant à la stabilisation des frontières dans les régions musulmanes. L'universalité de l'islam, dans cette conception, va recourir largement au sein de la pensée de l'État islamique et au sein de l'État islamique, va recourir encore une fois à Sayyid Qutb, en fait, qui est un des penseurs majeurs de cette idée d'universalisme de l'islam. Donc c'est propre mort en 1966 par pendaison par le régime en Égypte de Jamal Abdel Nasser, par l'Arabie. L'universalité de l'islam, cette conception indique que l'universalité signifie que l'islam repose sur l'adoration du seul Dieu. Donc, il n'y a de divinité qu'Allah signifie l'obligation de nier les autres divinités. Donc les autres divinités qui sont les gens, les maîtres, les rois, les leaders, les sultans, les riches, etc. Donc le principe ici est celui d'Al-Hakimiyya. Donc c'est un autre concept qui a lien avec cette idée de l'universalisme de l'islam, c'est Al-Hakimiyya. Al-Hakimiyya qui veut dire l'unicité du gouvernement. L'unicité du gouvernement qui signifie que seul Dieu est législateur et gouverneur, tandis que l'homme n'est qu'exécuteur. D'où la nécessité de s'émanciper de tout pouvoir, que ce soit dans le cadre du travail, que ce soit dans le cadre d'une représentation politique, que ce soit d'un conseil communal ou d'un conseil étatique, un gouvernement étatique. Donc le recours au seul Dieu veut dire la négation des législations et des tribunaux et gouvernements qui gouvernent autrement que par la loi d'Allah. Donc le Hakimiyya, ou bien la gouvernementalité par Dieu, est une branche de l'unicité ici. Donc il ne peut pas y avoir, c'est pourquoi l'introduction de la question de la mécréance, il ne peut pas y avoir d'islam si on n'unifie pas Dieu. Et unifier Dieu, ça veut dire rejeter l'ensemble des mécanismes, par exemple la question des tribunaux, ne pas accepter les tribunaux mis en place, ou bien la loi mise en place. Donc, au sein de l'expérience de l'État islamique en Irak et en Syrie, une controverse sur l'unicité d'Allah a débordé en véritable guerre interne au sein de l'État. Pour les immigrés notamment, ce principe permet de remettre en cause le gouvernement qui s'est établi et qui a fini par engendrer des leaders et des surveillances administratives. Donc l'objectif n'est plus celui de faire régner l'unicité de Dieu, mais plutôt faire régner l'État. Donc voici comment un militant, par exemple, qui a passé 2 années au sein de l'État islamique, explique la signification de l'unicité de Dieu. Il nous dit, une explication qui montre combien ce principe d'unicité dépasse la vie du sujet vers une volonté d'agir sur le collectif. Je cite un passage que vous avez entre les mains aussi. Ici, je ne vous raconte pas la réalité au sein de l'État islamique. Je vous raconte ce qui devait se réaliser. Même si j'ai immigré et malgré la tourmente, aujourd'hui je m'oppose à l'État, donc l'État islamique, parce qu'il a dévié du shara d'Allah, de la législation d'Allah. J'ai immigré pour le shara d'Allah et non pas pour l'État. En Tunisie, comme dans les autres pays musulmans, s'est diffusé lors des 100 dernières années l'ignorance quant à la religion. Dans les mosquées, ce sont les prêches nuls qui ont pris le dessus. Des prêches banales qui disent aux gens comment devraient-ils faire leurs ablutions et quels sont les bienfaits de la propreté et du parfum, etc. etc. Ces prêches vides détournent l'attention à propos des questions de l'unicité, à propos des tribunaux et des conseils qui mettent en place et exercent des lois réalisées par les gens des bas-fonds et par le ramassis des humains, par rapport à la question des lois. Des ramassis d'idées mises par des crapuleux dans des constitutions et dans des livres de lois qui gouvernent les gens et qui les jugent. Quant à moi, je suis contre tout tribunal mis en place par les humains. Je suis un homme libre. Je considère qu'il n'y ait aucun hukm, aucun jugement, autre que le jugement d'Allah. Allah détient le jugement, il n'y a de culte qu'envers lui. Et c'est bien cela que veut dire être un homme libre. Donc, at-tahakum, c'est-à-dire demander le jugement, porter plainte devant une assemblée, est un culte. C'est une adoration. Le fait d'adorer quelqu'un d'autre avec Dieu, ça veut dire associer quelqu'un avec lui. Donc c'est de là en fait le cheminement de cette logique dans cette pensée. Il n'y a donc de culte que pour Allah. Cela veut dire qu'il n'y a de culte que pour Allah qui nous a envoyé un prophète et des jugements qui gouvernent et qui sont valables pour tous les lieux et tous les temps. Les autres lois sont fausses.
de Yassa de Genghis Khan est faux. Les lois n'ont aucune légitimité dans le Coran et la Sunna. Dans la vie quotidienne, il faut au moins éviter d'aller dans leurs tribunaux et il faut les détester dans les profondeurs de son âme. Mohammed a été envoyé pour qu'il fasse sortir les gens du culte qu'il voue à d'autres gens. Sortir du culte des gens au culte d'Allah. Or, les lois, c'est ce qui vous fait adorer des gens et non Allah. Donc ça, c'est dans ce même entretien, et une fois arrivé dans des territoires de l'État islamique, ce combattant montre également les capacités critiques du concept d'Al-Hakimiyya, donc l'unicité, la gouvernementalité par l'unicité, dans une expérience qui se revendique elle-même réhabilitatrice de l'islam salafiste. La même pensée ayant engendré l'immigration vers l'État islamique serait retournée contre le nouveau gouvernement établi par Abu Bakr al-Baghdadi. Donc il ressort de l'État islamique en suivant ce même principe et cette même pensée. Donc il continue, il nous dit « Il n'y a de divinité que Dieu ». Cette affirmation n'est pas parole en l'air. Elle nécessite de faire la négation de toute créature et chose susceptible d'être adorée. Il faut nier les objets à adoration et puis croire en Allah, ce qui veut dire de nier les lois et leur existence supposée, nier les tyrans et leurs gardiens, police, armée, et donc frapper d'anathème les associationnistes qui associent à l'adoration d'Allah l'adoration des tyrans et des gouvernements. La question est dès lors, celui qui ne pratique pas ces négations est-il musulman? Voici un exemple de débat qui a régné à l'intérieur de l'État et la commission générale s'est vue obligée de répondre, de trancher, de légiférer. La commission générale en fait, la commission générale au sein de l'État islamique, en quoi elle a tranché? Elle a tranché en fait en faveur de la nécessité de respecter les lois qui sont formulées au sein de cette même commission. Ici, en fait, l'idée c'était de vous présenter pourquoi ils vont défendre cette question d'associationnisme au sein de l'État islamique. Ceux considérés comme les utopistes au sein de l'État islamique, ils vont en fait recourir à la nécessité de considérer les gens qui ne croient pas à cette pensée comme étant des mécréants. Mais étant mécréants signifie quoi pour ces militants de l'État islamique, du concept État islamique? Signifie de les extraire de cette guerre en réalité. Signifie en fait de leur ordonner de sortir, de quitter les territoires de l'État islamique et donc du coup de les sauver d'une guerre exterminatrice et d'être en fait, si vous voulez, des agents qui assument le fait de s'introduire dans ces territoires et dans cette guerre internationale. Donc l'universalisme de l'islam s'oppose dans cette conception à celle de la loi nationale. La question de la loi reste évidemment sujet d'interprétation et de lutte interminable au sein de l'expérience en Irak, en Syrie, de l'État islamique. L'officiel établi de l'État islamique a laissé la place à l'exercice d'une loi islamique qui n'a résolu en rien la question du gouvernement sans intermédiaire. Le recours du principe de l'universalisme à celui de la représentativité de Dieu par l'homme, donc les sirnaf, et de l'unicité de Dieu, introduit une ambiguïté qui piège l'action politique moderne. Si Dieu a envoyé l'homme sur terre pour l'adorer et le représenter, est-ce un gouvernement ne réalise pas uniquement une dépossession de l'homme lui-même? Donc l'istirlaf qui passe par l'intermédiaire d'un gouvernement finit lui-même par déposséder l'homme et le maintenir sous la tutelle et donc l'adoration du gouvernement. Donc c'était la contradiction critiquée par ces utopistes du discours islamique au sein de l'État islamique. Donc cette tension a déterminé largement les divisions qui ont traversé l'État islamique en interne, donnant lieu à des purges et des répressions des porteurs de la pensée salafiste qui est tombé en contradiction avec le dogme et l'officiel de l'État islamique qui visait d'abord et avant tout la stabilisation des territoires et un gouvernement tout à fait moderne. Donc, dernière notion, et j'arrête là, c'est la notion de la jahiliya, l'ignorance. Le deuxième principe qui soutient cette pensée d'État islamique, celui de la jahiliya, signifie au sein de l'État islamique, ce principe sera remplacé en réalité par un autre qui est l'ensauvagement. D'où le titre d'un des ouvrages qui s'appelle La gestion de la barbarie ou bien la gestion de l'ensauvagement. L'ensauvagement qui signifie al-jahiliya en fait. Al-jahiliya ou l'ignorance permet à la pensée salafiste d'introduire une dialectique.
celle du passage de la période du jahiliya, c'est-à-dire du paganisme, à celle de l'unicité. Derrière cette question, c'est la notion de l'islamisation de la société qui est en jeu. Comment islamiser une société considérée comme ignorante. La jahiliya désigne dans la narration musulmane, donc dans le Coran et dans la Sunna, une période des religions du paganisme en péninsule arabe, qui précède l'arrivée de l'islam. Or, qu'est-ce que cela signifie dans la période contemporaine que d'islamiser une société déjà musulmane? Ce concept d'al-jahiliya s'est introduit avec une nouvelle théorisation. Depuis le Maududi en Inde, mais aussi depuis Saïd Qutb, qui commence en fait, à désigner une entité, une pluralité de choses comme la modernité politique, la démocratie, le communisme et d'autres corpus idéologiques des gouvernements. Le nouveau mouvement salafiste, à partir de cette conception, est pensé comme un mouvement qui s'élève contre l'ignorance moderne et qui, je cite Saïd Qutb, qui détruit à nouveau les nouvelles idoles afin de récupérer la véritable religion. Donc, nouvelles idoles, c'est la démocratie, c'est l'État-nation, c'est la question des droits de l'homme, etc. Donc, encore une fois, Al-Jahiliya désigne la question de l'adoration. Adorer Allah plutôt que les gens, les autres idoles, et plutôt que le tarot, c'est-à-dire le gouvernement. Donc c'est à ce stade de l'argumentation que la pensée salafiste introduit le djihad contre les tyrans, contre les taroutes, comme une nécessité, comme une obligation religieuse. À l'intérieur des territoires d'État islamique, l'éducation au sein des sessions de formation théologique, qui se sont multipliées au sein de l'État islamique, on peut lire des fascicules comme le suivant, qui dit: le tyran, en fait, il définit plusieurs notions, et il définit parmi ces notions le tyran. Le tyran, c'est celui, lit-on dans ce fascicule d'État islamique, c'est celui ce dont les gens admettent son gouvernement au lieu d'Allah et son prophète. C'est celui qui est adoré au lieu d'Allah, c'est celui qui est suivi dans la recommandation. Les tyrans qui rendent licite ce qui est interdit par Dieu. Les sheikhs du soufisme, les rawafites, donc les chiites, qui ne reconnaissent pas les compagnons du prophète, les gouvernants qui gouvernent par les lois positivistes, les chefs des tribus qui gouvernent par les mœurs et les traditions, les membres des parlements mécréants, les membres des conseils législatifs et les juges des tribunaux terrestres. C'est un discours aussi qui s'inscrit dans cette guerre au sein de ces territoires, où il s'oppose justement à ces gens. Donc le même document appelle à l'obligation de frapper d'anathème ce qu'il appelle les nouvelles tyrannies de notre temps, à savoir la démocratie qui instaure le pouvoir du peuple, l'alternance, la séparation des pouvoirs, je cite toujours, l'autonomie de la justice, le respect des droits de l'homme, la suprématie de la loi sur tous. Donc le document, ce même document d'État islamique, définit chacun de ces principes du gouvernement moderne et montrant à travers des versets et des textes choisis pourquoi il est nécessaire de s'en débarrasser, donc de se débarrasser de ces tyrans. Sur le principe de la suprématie de la loi, ce document il précise: ce principe signifie que la première source du gouvernement dans un État est celle de la loi et qu'il n'est autorisé à quiconque de la remettre en cause puisqu'il s'agit de la référence absolue du régime mécréant. Pourquoi il faut repousser la loi? Parce que la loi est le législateur destiné à être obéi. La loi est la source de la conduite. Cela, c'est la véritable contradiction qui s'oppose à l'unicité et à l'adoration vouée à Dieu et à son prophète. C'est pour cette raison qu'il faut se séparer de la démocratie, qui est un véritable tyran adoré sans Dieu. Il faut la frapper d'anathème et s'en séparer. Il faut frapper d'anathème les disciples de la loi et se désolidariser d'eux. Bon, je pense que c'est des choses qui suivent en lien avec cette même notion. Bon, je m'arrête là, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. En fait, juste, pour ouvrir la discussion, en fait, juste rapidement présenter la question du tekfir, en fait, qui est vraiment fondamentale en fait, au sein de, non seulement au sein de l'État islamique, mais vraiment enfin, au sein de la théologie politique islamique, et qu'il y a une position assez paradoxale en fait. D'abord, elle est au fondement en fait, des approches juridiques en fait, de la pensée politique islamique. C'est-à-dire en fait ce qu'on appelle dans l'espace médiatique aujourd'hui les salafis. Les salafis, c'est-à-dire d'abord une pensée qui est autour de la loi. Le salut,
arriver au salut, c'est respecter la loi islamique. C'est cette approche-là en fait qui est au centre de l'approche salafi. Et en fait, l'approche salafi, elle va avec cette idée donc, de le takfir, l'excommunication, l'anathème, est une source de la religion, une source de l'unification de Dieu. En fait, pour l'unification de Dieu, le tawhid, en fait, il est consubstantiel à excommunier en fait, ceux qui ne l'unissent pas. Alors c'est une notion qu'on trouve d'abord chez Ibn Taymiyyah, mais ensuite, Ibn Taymiyyah, donc encore une fois, l'un des fondateurs, le fondateur en fait, de la pensée salafite, mais ensuite chez Mohammed al-Wahhab, le fondateur de ce qu'on appelle le wahhabisme. Je vous cite un extrait d'entretien avec Atullah, qu'on n'a pas mis en fait, dans le combattant en fait, de l'État islamique, qu'on n'a pas mis dans le texte que je vais mettre à l'instant. Donc, par entretien, il nous demande qu'est-ce que veut dire pour vous il n'y a de Dieu que de Dieu, pardon, pour la profession de foi islamique. Il n'y a de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça se répond. Lui il répond, il dit cela veut dire la loyauté et la désolidarisation. Al-wala wal-bara. Wala, donc la loyauté, ça veut dire la loyauté envers la loi de Dieu. La désolidarisation, c'est une mauvaise traduction, mais j'en ai pas d'autre, c'est se désolidariser de tout ce qui n'est pas sa souveraineté. Donc ça, c'est un principe qui est fondateur en fait, de la notion de takfir et qui est au centre de l'ensemble des pensées salafis. Mais elle est paradoxale, cette notion, parce qu'en fait, elle est au centre aussi d'une profusion de débats dans la pensée islamique moderne. En fait, et effectivement, si cette anathème est maniée par des organisations comme Al-Qaïda ou l'État islamique, elle est rigoureusement encadrée en leur sein. Et elle est le lieu d'enjeu majeur. Oussama Ben Laden, par exemple, dans une lettre qu'il lui a attribuée, a recommandé à Morsad al-Murtad, l'un des émirs du GIA, de revenir vers le salafisme, donc vers la question de la loi, donc du gouvernement, et de moins pratiquer le takfir, l'excommunication. L'idée en fait étant que le takfir, même au sein des approches type Al-Qaïda ou État islamique, en fait, est encadré par des lois rigoureuses, ce qui n'est pas le cas du GIA par exemple. Au sein de l'État islamique, donc dans une expérience où c'est réalisé, dans une séquence où c'est réalisé une souveraineté au nom de l'islam, en fait le takfir c'est la modalité d'accès ou non à la nationalité d'État islamique. Et musulman, celui qui est citoyen de l'État islamique, n'est pas musulman, celui qui n'est pas citoyen de l'État islamique. Et donc en fait l'accès à la nationalité, ça veut également dire en fait l'accès à la position de sujet de droit et de loi. En fait. Les Yézidis par exemple, qui est un peuple du Moyen-Orient, du nord de l'Irak, qui ont fait l'objet, qui pratiquent une religion anté-islamique, qui n'est pas du tout en fait une religion monothéiste, une religion arabe. Les Yézidis par exemple ont fait l'objet et qui ont fait l'objet d'un massacre absolu dans leur région, ne sont pas considérés comme des sujets de droit. Ils n'ont pas la nationalité d'État islamique, quand même quand ils vivent dans l'État islamique, ils ne sont pas sujets de droit. Ça veut dire par exemple que les obligations qui pèsent sur les citoyens de l'État islamique ne pèsent pas sur les Yézidis. Ils ne sont pas soumis à l'aumône légale, donc ils n'ont pas à payer les impôts, par exemple, et ils n'ont pas, en fait, pour le cas en fait, des femmes, ils n'ont pas à porter l'habit légal tel que décrété par l'État islamique. Ils n'ont pas à porter le voile intégral. Les femmes yézidis peuvent circuler au sein des territoires de l'État islamique habillées comme bon leur semble. C'est vraiment une différence avec les citoyens de l'État islamique. En fait, cette notion de takfir, en fait, comme elle est vraiment au centre en fait, de la définition de la frontière symbolique de qui appartient en termes de population à l'État islamique ou pas, elle fait en fait l'objet d'une série de débats en fait, dont on a juste eu un aperçu à travers ces entretiens, mais en fait qui est extensif. Enfin, par exemple, en fait, l'un des débats fondateurs en fait, de l'État islamique, c'est le takfir et l'excommunication par la succession. C'est-à-dire en fait, bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais admettons que vous soyez dans une pièce où on soit, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué, que l'on soit trois. L'un d'entre nous a fait un acte de mécréance. Parmi les deux qui n'ont pas fait d'acte de mécréance, l'un a reconnu l'acte de mécréance, a dit « tu es un mécréant ». Le troisième ne l'a pas fait. Une partie de l'État islamique a considéré que le troisième qui n'a pas fait devait lui-même être considéré comme étant mécréant. Une autre a considéré que non. Bon, c'est extensible, hein. On peut faire ça avec 4, 5, Les applications sont vraiment très territoriales, en fait. C'est-à-dire par rapport à la guerre, qui seraient considérés comme des territoires de guerre, comme des territoires qu'il va falloir conquérir. Oui, en fait, c'est-à-dire que ce sont des débats qui ont l'air extrêmement théoriques et complètement absurdes, mais en fait, au sein de l'État islamique, elles ont défini en fait, la gestion territoriale en fait, de l'État. En fait,
qui est en fait sujet de loi, qui ne l'est pas, et qui peut être exécuté ou qui ne l'est pas. Une autre chose en fait, à laquelle Moussa a fait référence, c'est le tekfir des populations civiles, l'excommunication des populations civiles en fait. Alors, le terme qui a été donné par l'État islamique, c'est le tekfir de l'awam. L'awam, oui, les simples, c'est en fait la population civile. Le combat des mortels, exactement. C'est ça en fait, c'est cette idée-là. En fait, c'est au moment où l'État islamique, en fait, c'est ce que dit en fait, le combattant dont on a beaucoup cité l'entretien, au moment où l'État islamique constate, comme toute rationalité bureaucratique, qu'il est en fait extérieur à l'espace social sur lequel il s'institue, en fait, la question se pose, que faire de ces populations qui ne suivent pas notre projet, qui sont réluctantes à suivre nos lois, à adopter notre doctrine. Une frange de l'État islamique, dont par exemple le combattant dont on a parlé, en fait considère qu'il faut les excommunier. Et les excommunier, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas musulmanes, et les chasser de ces territoires en fait. Donc on va être protégé contre la guerre en fait, pour que les combattants puissent eux-mêmes assumer leur position d'être exposés à la coalition internationale. Exactement, en fait, l'idée en fait que seuls ceux qui sont prêts à en assumer les conséquences vivent en fait au sein des territoires de l'État islamique, les conséquences guerrières. C'est pas cette frange-là en fait qui va gagner au sein de l'État islamique, c'est une autre frange donc qui est constituée par une instance qui s'appelle la Commission générale, en fait, qui est la principale instance décisionnaire de l'État islamique, et qui va décider en fait que non, les populations civiles, en fait, même si par exemple elles peuvent avoir des actes de mécréance, même si en fait elles ne suivent pas la doctrine officielle de l'État islamique, ne sont pas mécréantes. Elles sont musulmanes et donc elles doivent faire l'objet en fait, d'un travail en fait, d'éducation. D'éducation à la bonne doctrine de l'État islamique. Ce qui implique en fait qu'il faut garder les empêcher de sortir du territoire de l'État islamique. En fait, c'est vraiment dans une optique territoriale d'un État. Au sein d'un État, y compris dans la guerre, il ne faut pas que les gens sortent. L'État et la loi de l'État islamique s'appliquent à tout le monde sur le territoire, alors que pour les utopistes... Et par exemple, en fait, c'est-à-dire que c'est ce qui explique pourquoi, en fait, jusqu'au dernier jour du siège de Mossoul ou de Raqqa, en fait, par la coalition internationale, les populations civiles ne sortaient que par effraction. En fait, ne sortaient de la ville que par effraction. C'est-à-dire que c'était vraiment par des chemins cachés, en fait, qu'elles pouvaient en fait, s'en sortir, en fait, et quitter le siège et la guerre. Jusqu'au dernier jour, l'État islamique a appliqué cette idée, en fait, que les populations sont nôtres, sont celles de l'État. Juste en fait un dernier point, en fait, donc cette idée en fait de la discussion en fait, du tekfir en fait au sein de l'État islamique, elle est tout à fait comparable en fait à notre sens en fait, par rapport à ce qu'on peut les premières années de l'URSS en fait, enfin, les premières années de qui est en fait réellement en fait communiste et qui ne l'est pas en fait. Et par exemple cette comparaison, elle vaut aussi pour les purges. En fait, l'État islamique a conduit une purge majeure en fait, des théologiens en son sein. Alors, on nous a dit, alors 1200 théologiens, bon ça je ferai vérifier, mais on nous a dit que 1200 théologiens de l'État islamique, donc, qui sont des gens qui sont venus à l'État islamique parce qu'ils partageaient une pensée qu'ils pensaient être à l'œuvre, en fait, ont été exécutés. En fait, du fait de cette idée-là, du fait en fait des différences sur la question du tekfir, donc de l'excommunication, et donc de la gestion des populations en fait, sous l'autorité de l'État islamique. Bon, je m'arrête là. Nous avons 1h30 de débat, de discussion. Là, vous avez parlé 1h32 minutes. Merci. 1h30.